a eu la révolution culturelle, mai 68, les Rolling Stones, les Cheveux Longs, les Black Panthers, les Palestiniens, l'Underground, et depuis 2-3 ans, plus rien. Est-ce que je dois te rappeler que t'es pas chez toi? Arrête de m'appeler mon ami déjà. Toi et moi, on n'est pas si amis que ça. Hein? Donc déjà, tu vas redescendre. Je suis pas ton ami. Tu me vois prendre mon pied et attaquer des vieilles dames avec nos futurs tatoués sur la poitrine? Je comprends rien de rien à ce qui se passe. T'as qu'à voir à la télé, les mecs, ils ont pas de vente. On sait même pas s'ils chient. Mais célébrer, pourquoi vous voulez célébrer le cinéma? Parce Il est pas assez célèbre déjà? Ou il l'est plus assez? Bonjour, bonsoir et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast L'Éclipse. Cette semaine, nous faisons un épisode sur la saga 28 plus tard, composé de 28 jours plus tard, réalisé par Danny Boyle, 28 semaines plus tard, réalisé par Juan Carlos Fresnadillo, et 28 ans plus tard, sorti il y a peu au cinéma, encore réalisé par Danny Boyle. Premier volet d'une nouvelle trilogie dont le prochain film sortira en janvier 2026 et sera réalisé par Nia DaCosta, et par un troisième film, toujours réalisé par Danny Boyle, dont la date de sortie n'a pas encore été déterminée. Pour cet épisode, je suis avec Elric. Comment ça va, Elric? Merci, ça va et toi? Ça va bien, je te remercie. Et nous sommes aussi avec Arthur, qui ne sera là que pour les deux premiers films et pas pour 28 ans plus tard, car il n'a pas encore pu le voir. Comment ça va? Ça va très bien, et toi? Eh ben, ça va toujours. Et donc, petite bande-annonce, et on se retrouve juste après, un petit résumé, et on vous parlera du premier film 28 jours plus tard. Hello! 28 jours plus tard est un film réalisé par Danny Boyle et qui est sorti en 2002 et qui raconte en gros l'histoire d'un virus qui s'est propagé rapidement, qui infecte les humains, qui les rend donc le virus est dit de rage en anglais et donc traduit en fureur en français, qui contamine très très rapidement les humains, donc qui les rend très agressifs. C'est une contamination éclair qui peut avoir lieu avec des morsures, des projections de sang, etc., etc. Le film commence et nous montre comment cette infection débute au Royaume-Uni et prend place ensuite 28 jours plus tard avec le réveil d'un personnage qui est incarné par Cillian Murphy, qui se réveille à l'hôpital. Si ça vous rappelle quelque chose, certaines séries, c'est normal. Et donc il se retrouve dans un Londres parfaitement vide avant de rencontrer les premiers survivants. Elric, est-ce que tu veux nous parler un petit peu de 28 jours plus tard? Alors 28 jours plus tard, c'est le genre de film qui était sur ma watchlist depuis des plombes et que j'avais jamais vu. Mais à l'occasion de la sortie de 28 ans plus tard, ils l'ont repassé lui ainsi que sa suite au cinéma. Du coup, j'ai pu le découvrir. Et je vais expliquer un peu mon rapport à Danny Boyle, c'est que c'est un réalisateur dont j'en ai à peu près rien à foutre. Je trouve Trainspotting 1 et 2 sympa, le reste de sa carrière globalement pas terrible. Yesterday, je trouve que c'est assez infâme. Sunshine, j'ai bien ronflé devant. Slumdog Millionnaire, c'est le genre de film que j'ai vu au lycée et dont je n'ai aucun souvenir tellement je m'en bats les couilles. Et La Plage, pareil, aucun souvenir. Mais du coup, j'allais voir 28 jours plus tard sans grande attente et j'avoue que je me suis pris un peu une claque. Je trouve que c'est un grand film. Ça, ouais, je pense pouvoir dire que c'est un grand film. C'est un film important dans le genre du zombie parce que quand on regarde bien, à part la saga des morts-vivants de Romero, il y a peu de grands films de zombies qui ont su réinventer le genre. Et 28 jours plus tard, complètement, comme tu l'as dit, ça rappelle évidemment Walking Dead. Et il me semble que Robert Kirkman, l'auteur du comics, a assumé s'être inspiré du film de Danny Boyle, qui est écrit par Alex Garland. Chose importante à souligner, qui est du coup collaborateur de Danny Boyle depuis La Plage et qui est devenu réalisateur à notre grande dame depuis. Mais pour revenir rapidement, 28 jours plus tard, ça m'a vraiment marqué, notamment évidemment par l'utilisation de la caméra DV, qui est, c'était un peu une première à l'époque, ou en tout cas c'était pas très courant. Je sais que Danny Boyle a eu cette idée-là en regardant Festen, je crois, de Winterberg, puisque c'est le même chef-op. Et c'est là où pour moi Danny Boyle est peut-être
son seul intérêt, c'est que c'est un réalisateur qui travaille pas mal avec le numérique du coup depuis, et il me semble que ce chef-op là, dont je n'ai plus le nom, l'accompagne sur tous ses films depuis. Et donc le fait de tourner en DV, ça donne une image très sale, très granuleuse, avec beaucoup de bruit numérique à l'image, ce qui en fait un film complètement unique, parce que il y a peu de films tournés comme ça et qui donne cet aspect crade, pose vraiment une ambiance qui est totalement unique au film, mais il se repose pas uniquement là-dessus, il s'en sert aussi un peu pour expérimenter avec ce bruit de l'image, et notamment pour moi une des plus belles séquences du film, c'est quand il se sert du bruit de l'image pour faire écho à la peinture impressionniste, ce qui je trouve est quand même une audace formelle assez folle dans un film de zombies. Et voilà, c'est pour revenir un peu sur mon avis sur 28 jours plus tard. Je pense que c'est un grand film, et peut-être le meilleur film de Danny Boyle, ou en tout cas un de ses plus intéressants, avec les deux Trainspotting. Arthur, est-ce que tu veux nous parler un petit peu de 28 jours plus tard? Alors moi, c'est un peu pareil. Danny Boyle, c'est un réalisateur que je me fous un peu, ou j'aime pas plus que ça. Trainspotting 1, je l'ai vu adolescent, donc en effet, adolescent, ça fait son café, mais c'est vrai que le revoir aujourd'hui, je pense pas que je serais un grand fan. Son de Millionnaire, je trouve que c'est l'un des pires films qui a jamais été réalisé. C'est une caricature monstrueuse de l'Inde et c'est assez affligeant. Il faut savoir que Danny Boyle, il a dit il y a pas longtemps que si c'était à refaire, il le referait pas, parce que justement, Oui, il fait un film trop cliché que. J'ai vu son interview, et puis surtout que, au cas où, pour les auditeurs, que le bouquin est exceptionnel et pas trop cliché là-dessus. Et vraiment, il en a fait une espèce de caricature. Le mec, il arrive à rendre beau les bidonvilles de Mumbai, quoi. Enfin, le mec, il se dit, tiens, les bidonvilles, ça a l'air sympa. On va essayer de faire un truc stylisé là-bas. Enfin, il est à milieu de ce que ça peut être. Enfin bon, bref. Puis le reste de sa carrière, ouais, en effet, c'est ronflant au mieux, insupportable au pire. Mais 28 jours plus tard, je l'ai découvert jeune également, et j'avais pas particulièrement apprécié, mais en le redécouvrant avec le temps, je pense qu'en effet, il se rapproche énormément en termes de qualité de ce que Romero a pu faire sur les zombies. En tout cas, c'est peut-être sans l'être, peut-être la meilleure référence au cinéma de Romero de ces dernières années, en tout cas du début des années 2000, bien au-dessus du Zack Snyder qui est assez insupportable. Et personnellement, moi j'aime bien Alex Garland, que ça fonctionne bien plutôt leur duo, même si j'ai pas vu le dernier 28 ans plus tard. 28 jours plus tard, ouais, c'est un film de zombies qui est vraiment, de par l'utilisation en effet de la caméra, un peu comme le Dogme. C'est une bonne référence de parler de Feston, un peu comme le Dogme qui a été connu grâce à Winterbird ou Lars von Trier. On est vraiment dans quelque chose de très viscéral, qui est filmé vraiment au cœur de l'action, l'anneau de l'action, avec des scènes d'une beauté poétique assez folle par moment, qui peut rappeler en effet Walking Dead, ou même les jeux Walking Dead qui ont été faits après, cette espèce de coucher de soleil, cette espèce de beauté que Romero avait réussi à faire, cette poésie du morbide, et cette poésie de la mort qu'on retrouve même dans les derniers Romero. Un Diary of the Dead, qui est peut-être l'un des plus beaux films de zombies sortis de tout temps à mes yeux, qui est vraiment cette espèce de film tourné entièrement à la caméra à l'épaule, de found footage, mais vraiment réussi, et vraiment d'une poésie morbide incroyable. Et 28 jours plus tard, et Diary of the Dead, je trouve, se ressemble beaucoup là-dessus. Alors, à l'époque, j'avais trouvé pas mal de défauts à Diary of the Dead. Je trouve vraiment les soldats sur la dernière. Diary 28 jours plus tard, pardon. Je trouve vraiment les soldats sur la fin un tout petit peu caricaturaux, la fin un petit peu expéditive, etc. Mais globalement, on est sur quelque chose d'assez impressionnant, ne serait-ce en termes de filmage, se tourner dans un Londres totalement vide. C'est rien que dès le début, ça prend aux tripes en fait. C'est pas des villes qu'on a l'habitude de voir totalement vides, et là c'est vraiment bien fait. On sent qu'il n'y a pas besoin d'effets spéciaux pour réussir ça. Alors bon, il y a le défaut d'avoir tourné à 6h du matin, qui fait qu'on a toujours un soleil qui se lève. On a rarement des scènes en pleine journée, en tout cas dans Londres. Mais bon, c'est le jeu. On sait que de toute manière, c'est le seul moyen qu'ils avaient de filmer dans un monde totalement vidé. Mais vraiment, c'est un film qui est beau de bout en bout, et il faut pas se limiter, comme j'ai pu le faire à 15-16 ans, à oh là là, c'est tourné avec un caméscope, c'est pas joli. En fait, c'est autre chose, c'est dans la mise en scène, c'est dans les plans, c'est dans la manière de poser son caméscope finalement, que toute la beauté en émane. Et puis on est vraiment dans ce que je trouve personnellement ce qu'il y a de plus flippant dans le film d'horreur. Pour moi, aucun film d'horreur me fait quasiment peur, sauf le film de zombies. Ce côté que Romero a pu mettre en place, critique de notre société consumériste et de notre autodestruction, est très très bien retranscrit dans 28 jours plus tard, avant de voir les deux. Ouais, d'autant que ce côté rapprochement du zombie en tant que figure à la fois consumériste, critique capitalisme, son rapprochement avec l'être humain, etc. est encore évidemment un thème qui est traité dans 28 ans plus tard. On y reviendra plus tard évidemment, mais enfin c'est un mauvais jeu de mots, mais c'est oui quelque chose qui est très présent dans tout ce qui est film de zombies. Comme tu l'as dit, certainement amené par Romero. Après, moi je dois avouer une chose sur 28 jours plus tard, c'est que quand tu as vu à peu près tous les films, enfin pas tout, hein, mais beaucoup d'œuvres qui ont été inspirées par ce film-là,
tu te dis ouais bon du coup malheureusement il y a souvent un petit peu ce côté-là, les films qui ont un peu trop pompé une œuvre, bah quand tu reviens sur l'œuvre en question, tu te dis ouais bon bah du coup il y a plusieurs choses. Alors évidemment, tout ce qui est mise en scène, image, c'est quelque chose qui a jamais été repris, bah, je pense. Mais par contre, tout ce qui est au niveau de l'intrigue, qui est assez légère, mais ou au niveau même des rebondissements, la fin avec ces militaires qui montrent que l'homme est un loup pour l'homme, ou que les pires situations peuvent transformer même les hommes, comme Jim, hein, le personnage de Cillian Murphy, qui au départ est un homme comme les autres, il me semble que c'est un chauffeur-livreur ou un truc comme ça, et en fait à la fin devient réellement, littéralement une bête assoiffée de sang, de vengeance, enfin ou même tout simplement d'autodéfense, etc. À tel point qu'il est confondu à la fin vaguement comme étant un zombie. Je veux dire, on manque de lui tirer dessus parce que le type est vraiment complètement fou, quoi. Et donc voilà, le côté la fin du monde peut transformer les hommes, c'est des choses qu'on a revues dans la très mauvaise série, et vous m'avez bien entendu et je continuerai de le dire jusqu'à ma mort, The Walking Dead, ou alors dans des trucs comme The Last of Us par exemple. C'est aussi des choses, les communautés d'hommes qui sont néfastes les unes pour les autres, les cycles de vengeance, les choses comme ça, c'est quelque chose qui était beaucoup traité dans d'autres œuvres, pas forcément de cinéma, mais dans d'autres œuvres. Et puis même d'autres choses comme le fait que le zombie n'est plus une figure lente, qui s'approche lentement, où tu aurais presque même pu te dire, bon, je vois pas en quoi ça peut être si dangereux puisqu'il se déplace à 2 à l'heure. Quelque chose qu'on retrouvera plutôt là, pour le coup, dans Resident Evil, des choses comme ça. Là, oui, le fait que les zombies courent, le fait que les zombies se transforment très rapidement, ça cause une tension plus élevé. Enfin, moi, je trouve. Après, c'est aussi quelque chose qu'on retrouve dans d'autres choses, de mémoire. Alors, c'est plutôt une comédie. Dans Bienvenue à Zombieland, il me semble que c'est aussi le cas. Les zombies courent après les personnages. C'est pour montrer que 28 jours plus tard a été fondateur, enfin révolutionnaire, peut-être plutôt on devrait dire, sur une certaine figure du zombie. Juste, ouais, en effet, les zombies qui courent, c'est peut-être l'un des rares qui le fait plutôt bien. En général, les zombies qui courent, je trouve que c'est contre-productif. Et d'ailleurs, comme je disais, dans le Snyder, c'est même affligeant d'avoir osé faire un remake comme ça de Romero. C'est vraiment lui cracher à la gueule de faire des zombies qui courent dans un film où finalement, il n'y a pas besoin au vu du scénario. Bref, la masse suffit. Mais ici, ça fonctionne plutôt bien parce que c'est en même temps leur défaut aussi. S'ils courent tête baissée bêtement, ce qui peut être également un moyen de s'en sortir pour les humains. Oui, non, mais il y a plusieurs, vraiment, il y a plusieurs choses qui sont assez sympas. Bah, par exemple, quelque chose, puisqu'on a quasiment pas parlé de mise en scène pour ce film, à part Elric qui a parlé un peu de technique, quelque chose que j'aime énormément, c'est que le film commence donc sur des espaces très vides tout le temps. Voilà, c'est Cillian Murphy qui, pendant à peu près, je dirais, les 10 minutes, un quart d'heure, se balade dans Londres vide, dans des bâtiments vides. Et en fait, les personnages sont dans du vide total. Ce vide est peuplé de temps en temps par des zombies qui foncent en fait sur les personnages littéralement. Mais en fait, malgré ce vide, malgré cet espace en fait qui s'est créé suite à la fin du monde, bah, les personnages sont toujours collés à des murs, sont toujours cadrés de très près, sont toujours surcadrés par des choses. C'est-à-dire qu'ils sont vraiment toujours littéralement enfermés, alors que bah, techniquement ils sont censés avoir plus de place dans ce Londres-là que dans le Londres 28 jours plus tôt en fait. Mais non, la caméra les montre vraiment systématiquement oppressés, systématiquement collés à des murs, systématiquement enfermés. C'est des choses qui sont assez sympas. Et puis bon, comme vous avez dit, l'image est hyper crade, il y a des plans très chelous, il y a des plans, il y a beaucoup de plans, on appelle ça des plans débulés, quand voilà la caméra est un peu penchée comme ça, c'est assez sympathique. Après, alors on va y revenir, on va effectuer une transition douce. Je trouve que d'un point de vue mise en scène, c'est beaucoup plus impactant que le suivant qui s'appelle 28 semaines plus tard, que j'ai trouvé beaucoup plus banal. Effectivement, ça a son petit cachet, c'est assez sympa. Pour moi, ça casse malgré tout pas 3 pattes à un canard, quoi. Juste avant de passer à 28 semaines plus tard, j'aimerais évoquer un dernier point qui est, je trouve, assez marquant et original dans 28 jours plus tard, c'est sa bande originale, puisque là aussi Danny Boyle a pris un peu le contre-pied des bandes originales classiques de films de zombies, en partant sur de la musique post-rock. On a notamment un morceau du groupe Godspeed You Black Emperor, mais sinon rien que le thème principal, qui est comme ça une progression qui accélère de plus en plus, pour rappeler un peu le rythme effréné des zombies, et aussi le rythme du film qui s'accélère de plus en plus au fur et à mesure que le film progresse. Je trouve que c'est un choix assez original, ce qui fait pour moi une des BO de films de zombies les plus marquantes qu'on ait jamais entendues, quoi. La dernière idée, et j'en parle parce que ça va être plus ou moins important vis-à-vis des 2 films qui vont suivre, c'est, je trouve, ce doute laissé pendant tout le film sur la mondialisation de l'infection. C'est-à-dire que on part du principe en voyant 28 jours plus tard que, comme dans tous les films de zombies, forcément, ça s'est étendu, c'est une pandémie mondiale, etc. Et en fait, il y a un moment très... un personnage dit à un autre, enfin dit
à Jim, mais en fait, il y a que chez nous. L'Angleterre est en quarantaine, enfin la Grande-Bretagne est en quarantaine, il y a que chez nous qu'il y a cette infection. Elle y est nulle part ailleurs. Et quand tu prends 2 minutes de recul, parce qu'en fait le film tranche jamais vraiment avec ça, peut-être que le soldat il délire et il raconte n'importe quoi, ça pourrait être une hypothèse, mais quand tu te penches 2 minutes, tu te dis l'infection, quand tu te fais mort, tu te transformes en 10 secondes, et la Grande-Bretagne est une île. Donc de fait, c'est vrai que ça paraît assez surprenant que un quelconque zombie puisse traverser la Manche ou traverser l'océan Atlantique ou traverser quoi que ce soit pour rejoindre une autre terre. Donc c'est vrai que ça laisse un certain doute, et du coup c'est encore plus terrifiant de se dire que le monde autour de ce qu'on voit là est peut-être parfaitement normal et absolument identique au nôtre. Et nous, on est en train de regarder, comme vous l'avez dit tout à l'heure, une espèce de documentaire sur la fin du monde, d'un endroit sur la planète qui se serait effondré à cause d'un truc comme ça qui aurait envahi l'espace là où il y a eu l'infection. Et je trouve que c'est une super idée. En plus, ça laisse le doute jusqu'au bout parce que le film se termine en plus sur une espèce de demi-happy end, d'un truc un peu étrange. On a l'impression de voir en plus les zombies mourir. Enfin, c'est un peu la fin, et je trouve tranche énormément avec le ton donné pendant tout le film avant cette fin. Et ouais, puis c'est quelque chose qui est aussi beaucoup dans 28 ans, on y reviendra, mais c'est justement ces choix qui sont assez audacieux, qui passent d'un coup une rupture de ton, rupture de beaucoup de choses, et ouais, cette fin est assez surprenante. Je vais encore taper dessus, mais beaucoup plus que celle de 28 semaines plus tard. Bon, du coup, puisque je viens de l'évoquer, on va poursuivre sur le deuxième film de ce qui devient une saga, qui est donc réalisé par Juan Carlos Fresnadillo, et qui, en gros, se situe, comme son titre l'indique, 28 semaines après l'infection. Welcome to London. We're heading into District 1. Although District 1 is completely safe, outside the security zone, London remains a wasteland. There are a large number of bodies still left to be cleared from the original outbreak of infection. Le film commence sur une scène qui est assez incroyable, que je vais pas tout de suite évoquer parce que Arthur va en parler, et qui se poursuit ensuite. Donc du coup là, effectivement 28 semaines plus tard. Alors je le précise maintenant, la particularité des 3 films, c'est que les 3 films parlent du moment de l'infection, c'est-à-dire le moment clé. Donc dans 28 jours, vraiment le moment clé, et ensuite dans 28 semaines et dans 28 ans, un autre endroit où l'infection est en train de se propager. Mais on va dire qu'on est au début, et donc après il y a le fameuse ellipse 28 jours, 28 semaines, 28 ans. Et donc dans 28 semaines, il y a une scène d'intro absolument incroyable, et derrière on nous explique que finalement l'épidémie à Londres s'est calmée, il n'y a plus de zombies, il n'y a plus rien, tout va bien dans le meilleur des mondes, et les Américains, en gigantesques sauveurs, redébarquent sur Londres, et leur but est de repeupler Londres, des quartiers bien précis de Londres, hein. Et il va se passer tout un tas d'événements qui font que évidemment l'infection revient, sinon c'est pas marrant. Et voilà, en gros le film traite de ça. Et moi, juste avant de commencer, je pense que vous avez compris mon avis sur le film, mais le parallèle que j'ai trouvé, c'est pour moi 28 semaines plus tard est à 28 jours plus tard ce que Aliens de James Cameron est à Alien, c'est-à-dire une suite moins bonne, qui parle d'à quel point les Américains sont de gigantesques abrutis, qui sont juste là avec leurs grosses armes et à dire on est les meilleurs du monde, on va tout sauver, et à la fin, évidemment comme prévu, tout part en couille. Voilà, je m'arrêterai là-dessus sur 28 semaines plus tard, et je vous laisse la parole, Arthur ou Elric. Ça te dérange pas comme ça, moi je vais rebondir sur ce que tu disais par rapport à Aliens. Je suis assez d'accord, même si je trouve que 28 semaines plus tard est moins con que Aliens de James Cameron, mais ça c'est que mon avis. Bon, je pense qu'on reviendra après sur la scène d'intro qui est évidemment le point fort du film. Moi, je pense que je vais être peut-être le moins méchant, entre guillemets, sur ce film que vous deux, parce que je trouve que c'est un divertissement assez sympa. Ça n'a absolument pas la portée du premier film, et ni... sans vouloir spoiler mon avis, c'est celle du 3e film. Oui, ça c'est un divertissement assez sympa, et c'est peut-être là le problème du film, c'est que là où le premier film s'inscrit grand, comme tu le disais Jordan, un documentaire sur l'apocalypse à un instant T, là on est vraiment sur du cinéma de divertissement. On est quasiment plus dans un film horrifique, on est plus dans du film d'action, comme tu dis, avec les Américains qui tirent de partout et tout. Le film a une certaine efficacité, mais voilà, je vais pas revenir plus dessus. Je trouve que c'est assez sympathique, mais ça casse pas 3 pattes à un canard. Je dirais même que dans la trilogie qu'on a pour l'instant, ça fait un peu tâche par rapport aux 2 autres, ne serait-ce que d'un point de vue expérimentation visuelle, parce que si je me trompe pas, le film est toujours tourné en numérique, mais pas en caméra DV, parce que ça n'aurait pas eu de sens à l'époque où était fait le film. Mais je trouve que Fresnadillo, le réalisateur du film,
fait vraiment beaucoup moins de choses avec le numérique que peut le faire Boyle pouvait le faire dans 28 jours et le fera dans 28 Je pense que c'est une suite pas forcément très utile. D'ailleurs, je trouvais à l'époque que... Alors maintenant, avec 28 ans, mon avis pourrait peut-être changer, il faudrait que je le voie, mais je trouvais qu'à l'époque, la fin du premier mettait fin en fait à toute possibilité de suite. Et là, en fait, le vrai problème, c'est qu'on a un double mélange de personnages complètement cons et de scénaristes complètement cons. Ils veulent absolument essayer de faire revenir cette invasion. Alors, on commence par une scène, je vais en parler comme un peu assez exceptionnelle, où Robert Carlyle fuit sa maison en abandonnant femme et enfants, poursuivis par une horde de zombies, qui est vraiment dans la veine du premier. C'est vraiment une caméra bougeante, mouvante, vraiment suivant les personnages, comme s'il y avait en fait deux personnes qui se faisaient poursuivre. C'est assez immersif et ça donne tout de suite le ton. Et puis ensuite, comme tu le dis, on se retrouve dans Londres. Londres a l'air de s'en remettre petit à petit, puis je sais pas si on spoil ou pas. Si, vas-y, tu peux y aller. Puis on lui apprend finalement que sa femme, si je me souviens bien, c'est ça, que sa femme, elle est pas décédée, que patati patata. Et là, il y a un enchaînement de scènes absolument absurdes où il va absolument voir sa femme, où il y a ci, où il y a ça. Et en fait, tu vois venir à milieu comment l'épidémie va pouvoir reprendre. Alors ça donne lieu par la suite et puis au cours du film à des scènes assez intéressantes. Il y en a une, je me souviens, avec un hélicoptère et cette espèce de zombie un peu grouillon. Moi, j'aime bien le côté zombie grouillon. Pour ça, je défendrai jamais World War Z parce que c'est pitoyable. Mais par contre, les scènes de zombies sont personnellement très réussies. J'aime bien le côté grouillant du zombie. Et là, le film y arrive plutôt bien. Mais tout le reste autour, c'est affligeant. Tu sens qu'ils rament eux-mêmes pour essayer de relancer ce qu'ils avaient fait avec 28 jours plus tard. Et c'est pas réussi. C'est en effet au mieux sympathique grâce à quelques scènes d'action plutôt formellement réussies. Mais globalement, le film passe quand même totalement à côté de ce qu'il aurait pu être comme suite en fait. Et puis c'est toujours tourné à l'épaule, mais comme tu le dis, ça fait plus caméscope, ça fait plus cette espèce de petite beauté morbide, petite poésie morbide du phone footage. On est vraiment dans des plans plus léchés, dans des plans davantage d'ensemble, et ça fonctionne plus du tout, je trouve. Donc personnellement, c'est une grosse déception ce 2 et j'espère que 28 ans plus tard que je verrai est quand même meilleur. Oui, il l'est, à mon sens. Après, pour parler de certaines choses, oui, alors je suis pas du genre si vous avez c'est un petit peu sur Twitter, vous avez certainement vu le joueur du grenier qui s'en est pris plein la gueule parce qu'il parlait des incohérences dans 28 ans plus tard. J'aime pas parler de ça, mais il y a quand même une incohérence majeure qui est quand même, enfin pas une incohérence, mais un truc que je comprends pas trop, qui est en fait vraiment le pivot du film, parce que c'est grâce à ça qu'il y a un film, c'est, tu l'as dit, le personnage de Carlyle qui retourne voir sa femme, mais sa femme qui est en pleine, séance de test, c'est-à-dire qu'ils sont en train de faire des prises de sang, ils sont en train de vérifier son sang, voir ce qu'elle a, etc., d'aller dans un truc ultra sécurisé par les militaires américains, et Carlyle arrive à la rejoindre. C'est-à-dire que soit il y arrive un peu par hasard, ce qui paraît assez étonnant, soit on le laisse aller la voir, ce qui reste aussi un peu étonnant, sachant qu'ils nous bassinent avec leur quarantaine de machin choses pour laisser un type comme ça aller voir sa femme qui potentiellement donc peut être contaminée, et ce n'est pas si potentiellement que ça. Donc voilà, moi je trouve que c'est quand même le point de scénario qui m'a un peu sorti du film, dans le sens où je comprends pas trop comment on a pu en arriver là, comment lui il a pu en arriver là. Après c'est du détail, franchement c'est pas non plus hyper important. Tu sens que c'est le film qui veut faire un petit peu better, faster, bigger, le coup de l'hélicoptère, tu en as parlé, mais le coup de l'hélicoptère qui se penche pour broyer les zombies à l'hélice, franchement moi ça m'a plus fait rire qu'autre chose. Après, rien que le dire ça me fait rire, enfin bon bref. Et c'est un film peut-être plus violent que 28 jours, il y a quand même des scènes boucherie absolue, des choses qui sont même très violentes, même pas forcément par les zombies d'ailleurs. L'armée américaine fait des dingueries dans le film, c'est-à-dire qu'ils envoient du gaz biologique ou je sais plus quoi, ils crament au napalm, enfin c'est un délire, genre vraiment ils arrivent, le but c'est, d'ailleurs c'est dit ouvertement dans le film, le but c'est de tuer toute vie. Alors c'est pas les zombies d'ailleurs qui ne sont, enfin ce qu'on peut considérer qu'ils sont vivants, je ne sais pas, et les êtres humains, c'est-à-dire que toute personne qui est restée là doit mourir. Et donc pour ça, ils font exploser une bombe, parce que c'est ça aussi la spécialité des Américains. Et vous l'avez dit, du coup, le film se termine par... alors donc je spoil la mort, hein, le film se termine par un plan qui n'a rien à voir avec le reste du film d'ailleurs, hein, et c'est un plan où on voit des zombies sortir d'un métro et ils se retrouvent sur le Trocadéro devant la Tour Eiffel. Et donc là, quand tu vois ça, effectivement, tu te dis, bon, l'épidémie s'est mondialisée. Il y a une explication à ça, contrairement à ce que j'ai dit dans le premier, qui est que, en fait, le film t'explique qu'il y a des porteurs sains de l'épidémie. Alors, toute ressemblance avec deux jeux vidéo et une série est évidemment totalement fortuite, mais donc, voilà, il y a des porteurs sains. D'ailleurs, le deuxième porteur sain,
n'est absolument pas subtil et t'as compris ça, t'as compris qu'il va le devenir à peu près au bout de 10 minutes de film quand on lui dit ah et on t'as les mêmes yeux que ta mère. Bon voilà, soit dit en passant, je vais pas taper sur le film parce que c'est vrai que ça reste quand même un divertissement relativement sympathique. Après, franchement, le seul truc vraiment intéressant et un peu original, c'est peut-être cette histoire de Porter 5 quand même. Je sais pas si on en parle déjà avant, peut-être éventuellement. Donc évidemment, quand je citais une autre œuvre, je parle de The Last of Us, qui est assez évidente. Et peut-être éventuellement le traitement des Américains, mais là encore, j'ai déjà fait un parallèle avec Aliens, donc il n'y a rien de particulièrement surprenant. Par contre, peut-être la critique de la manière dont les Américains font la guerre, à la limite, ça peut être quelque chose qui est sympathique dans le film. Maintenant, parce que alors j'ai vu des gens dire que le film fait l'apologie de la puissance américaine et est une sorte de propagande américaine. Alors venant d'un film anglais réalisé par un espagnol, j'en doute. Mais bon, après peut-être que j'ai mal interprété le film. Mais pour moi, c'est vraiment une critique pure de voilà, de la guerre à l'américaine, quoi. Voilà, je veux pas taper sur le film. Au final, ça reste assez sympathique. Mais encore une fois, pour moi, c'est franchement assez anecdotique. Moi, pour ajouter un dernier truc sur le film, c'est quelque chose que j'ai lu l'autre jour, je sais plus exactement où, mais du coup, on a vanté la scène d'intro qui est vraiment exceptionnelle, qui est le point fort du film, qui fait que pour moi, le film est une déception parce que passer une scène d'intro comme ça, tout le reste est forcément moins bien. Mais en fait, cette scène d'intro-là, elle a été réalisée par Danny Boyle, d'après ce que j'ai lu, donc ça explique peut-être pourquoi elle surnage dans le film, parce que Danny Boyle était réalisateur de la seconde équipe pour le film, et à ce qui paraît, ce serait lui qui aurait réalisé cette scène d'intro, ce qui m'étonnerait pas. Mais déjà, le fait que Danny Boyle ne réalise pas, contrairement à 28 ans plus tard, tu sens que c'est la suite vraiment 100% commerciale, qui a un seul objectif, c'est surfer sur une sorte de hype. Il sort la même année que Diary of the Dead. Je viens de remarquer ça, je ne l'avais pas remarqué avant, donc c'est peut-être de l'extrapolation de ma part. Mais il sort la même année que Diary of the Dead. Je pense que ça n'est pas non plus pour rien, c'était très à la mode. Il y avait besoin de faire une suite, quoi. Il y avait besoin de montrer qu'on était capable de faire quelque chose en Angleterre. Peut-être, encore une fois, comme le film est plutôt contre les Américains, il y a un peu ce côté-là. Ouais, Oui, c'est pas fonctionnel. Même Alex Garland n'écrit pas le film, je crois, à l'inverse de 28 ans. À ton plus grand plaisir, ça. On va passer donc au troisième film de cette saga, qui est 28 ans plus tard, toujours réalisé par Danny Boyle. Arthur va nous quitter, il ne parlera pas de ce film, comme je l'ai dit dans l'intro, parce qu'il ne l'a pas vu. Mais on reste avec Elric pour discuter un petit peu de ce film. Et on se retrouve, encore une fois, juste après la bande-annonce. So many dead. Infected and non-infected alike. That's why our home is so precious. You know, I feel he's a bit young. He's ready, Jenny. 7, 6, 11, 5. Once you walk onto that mainland, there's no rescues. Moving up and down again. Don't. Près de 30 ans se sont écoulés depuis que le virus de la rage s'est échappé d'un laboratoire d'armes biologiques. Malgré une quarantaine impitoyable, certains ont trouvé le moyen de survivre parmi les infectés. L'un de ces groupes de survivants vit sur une petite île reliée au continent par une chaussée unique. Voilà, je pense que c'est assez vide comme résumé, mais c'en est quand même un bon, puisque je vais commencer direct avec mon avis. C'est que le film est très très surprenant, j'en attendais pas grand chose, parce que bon, comme je l'ai dit, Danny Boyle, j'en ai pas grand chose à foutre, mais c'est un film qui m'a surpris, et notamment par sa relative simplicité, c'est-à-dire que le pitch du film, c'est pas il y a une aventure à faire ou quoi, non, le pitch du film, c'est 28 ans plus tard, comment vivent les gens. Là, on suit une petite communauté, donc on suit particulièrement un père, je parle à Hunter Johnson, avec son fils, dont j'ai oublié le nom de l'acteur, et sa mère, jouée par Jodie Comer, qui doivent aller, le père et son fils doivent aller sur l'île principale de l'Angleterre. Hunter Johnson doit apprendre son fils à survivre, puisque comme on se doute, cette communauté qui vit sur une petite île à part doit souvent aller sur la grande île pour récupérer des tas de choses et tout. Et c'est juste ça le pitch du film. Alors ça va plus loin plus tard dans le film, puisque je pense qu'on peut découper le film en deux parties, un peu comme 28 jours plus tard, on avait la première partie à Londres et la deuxième partie avec les soldats. Là, on a la première partie avec le père et la deuxième partie avec la mère. Et moi, c'est un film qui m'a énormément surpris. Je trouve que c'est peut-être même un film qui arrive à la qualité du premier. L'intelligence de Danny Boyle, c'est que, bon, en 2002, il prend la technologie numérique de l'époque, qui était le DV. Là, on est en 2025, donc qu'est-ce qu'il prend ? Il tourne son film à l'iPhone. Et il décide pas de refaire
28 jours plus tard, il décide de faire un film à l'iPhone, comme on en ferait un aujourd'hui, avec toutes les possibilités que ça implique. Et on est sur un blockbuster quasiment expérimental à certains niveaux. C'est-à-dire qu'il y a eu beaucoup de promotions sur cette espèce d'arceau d'iPhone qui a été servi pour certaines scènes, qui refait un peu l'effet bullet time à la Matrix, mais en très différent, en beaucoup plus dynamique. Ça donne un cachet aux scènes d'action qui sont folles. Pareil, visuellement aussi, il y a des idées, genre des scènes où on est du point de vue des zombies qui sont tout rouges. Et en plus de tout ça, ce film, c'est un premier épisode d'une nouvelle trilogie, 28 ans plus tard. Et du coup, il a aussi pour objectif d'instaurer une mythologie, donc avec des nouveaux zombies, les alphas, qui sont une espèce de chefs de meute qui peuvent ravater plein de zombies, ce qui donne lieu à des scènes assez impressionnantes. Et aussi, on a un vivier de nouveaux personnages, qui sont tous des espèces d'archétypes assez originaux quand même. C'est-à-dire que on a Hunter Johnson, qui est le père... un peu protecteur et tout, on se dit ah voilà, ça va être le cliché du daron trop dur avec son gosse et tout, mais non, c'est quand même on est face à un daron dur avec son fils, mais qui l'aime profondément, chaleureusement, et qui est même plus gentil avec lui que nécessaire à certains moments, bon, qui s'avère être un trou du cul qui tombe sa femme. Pareil, le personnage de Jodie Comer, donc la mère qui est malade, qui souffre, on dit ah voilà, ça va être la femme en détresse, tout ça, et ben non, elle arrive quand même à dépasser ce stade-là. Et pareil, le fils qui porte le film, hein, le protagoniste du film, c'est le fils, qui était quand même dans un film où on a Hunter Johnson, Jodie Comer et Ralph Fiennes. Le protagoniste, c'est un acteur pas connu, il doit avoir 12-13 ans, l'acteur, ou 14 peut-être. Et voilà, le film, c'est aussi son récit initiatique à lui, comment il va devenir un homme, entre guillemets. Et je trouve que partir de 28 jours plus tard pour en arriver là, c'est extrêmement audacieux, extrêmement original. Il y a beaucoup d'autres choses qui m'ont beaucoup plu dans le film, mais je pense qu'on en reparlera plus tard. Je vais laisser Jordan développer son avis sur le film. Moi, je vais commencer. Mon avis va être très rapide. Pour moi, c'est le meilleur des trois. Voilà, c'est le plus original. Enfin, le plus original, je sais pas, mais c'est celui qui vraiment j'ai été assez surpris à certains moments de la direction que prenait le film. Et ça fait du bien de voir un film où t'as pas trop l'impression de savoir où ça va et que tu peux deviner à peu près une heure à l'avance ce qui va se passer. Honnêtement, j'étais vraiment surpris de pas mal de petites choses. Là où je vais commencer par ce que j'avais déjà dit pour Gladiator 2. Je trouve que c'est un film qui fonctionne énormément en contrepoint, en miroir, mais en contraire de 28 jours plus tard. C'est-à-dire que 28 jours plus tard, les zombies voilà, ça a l'air d'être des zombies assoiffés de sang qui n'ont pas particulièrement de réflexion. Ici, on a des zombies qui sont limite intelligents, limite dotés de conscience. Ils fonctionnent en troupeau ou en meute. Enfin voilà, je sais pas trop comment expliquer. Les alphas dont tu parles, Elric, il y a un plan qui est dans la bande-annonce qui est assez terrifiant. Tu te rends pas forcément compte dans la bande-annonce, mais quand tu as vu le film, tu te dis tiens, ça fait vraiment flipper. C'est que il y a l'arbre et plein de zombies en silhouette qui foncent en fait du coup vers nous, mais c'est là où sont le personnage du père et du fils dans le film. Et en fait, il y a un zombie qui ne court pas dans ce plan. Et donc c'est l'alpha. Et ce plan est d'autant plus terrifiant que tu revois l'alpha quelques temps après. On revoit le même plan où il est toujours là, debout, à côté de l'arbre. Et il est en train de surveiller la maison qui se faisait précédemment attaquer par les zombies, là où se sont planqués le père et le fils. Donc c'est vraiment... Je trouve que c'est un plan qui fait à la limite froid dans le dos parce qu'on se dit ça y est, on a effectivement atteint un stade 2 ou 3 ou peu importe de l'évolution et les zombies sont quand même beaucoup plus flippants que ce qu'ils ont pu être dans le premier. C'est un film aussi, je trouve, c'est mon avis, qui est beaucoup plus beau d'un point de vue purement visuel. C'est-à-dire la photo un peu colorée, là, un peu vraiment, je trouve les couleurs presque un peu, je ne veux pas dire saturé parce que c'est exagéré, mais par rapport au côté très dégueulasse et très crade du premier, ça tranche vraiment énormément. Le premier se passait essentiellement à Londres, après il se passait, il me semble, à Manchester, mais ça se situe quand même avec des militaires et tout, c'était quand même un film très urbain, le deuxième également, ici pas du tout. Ici tout se passe en forêt, en nature, ou au pire, la semblant de ville qu'on a, c'est un tout petit village on a l'impression que c'est un village de pêcheurs, c'est vraiment un tout petit truc, plus du tout d'environnement urbain que de la forêt, ce qui cause une tension vraiment différente en fait, parce que l'environnement urbain, le zombie peut débarquer de n'importe où, le moindre mur que tu passes, ça peut être une menace. Là non, tu les vois de loin, ce qui change pas grand chose à la finalité de la tension quand même. Notamment une scène dont je reviendrai un petit peu après, où ça se passe littéralement dans un couloir d'eau, en l'occurrence, enfin d'eau si on veut, qui est vraiment assez flippante, et c'est vraiment une scène qui se passe dans l'espace, quoi. C'est pas un espace restreint, un espace de huis clos. Pour continuer sur les espèces de changements en fait entre le 1 et le 2, où il fonctionne un petit peu, entre le 1 et le 3, pardon. Dans le 1, c'est un père qui protège sa fille, et ici, c'est un fils qui protège sa mère. Pareil, le premier commence par du vide et se termine par la fureur. Ici, j'ai un peu la sensation que c'est un peu l'inverse.
C'est-à-dire que le film commence très fort, enfin, outre sa scène d'intro, j'entends, très fort, avec beaucoup de scènes qui sont très tendues, avec le père et le fils qui sont, voilà, les gros muscles, beaucoup de zombies, on les dégomme, etc. Et d'un coup, deuxième partie du film, et plus ça avance, plus le film va ralentir, et plus le film va être sur un ton beaucoup plus mélancolique, beaucoup plus triste d'ailleurs, il faut le dire. Moi, il y a des choses qui m'ont qui m'ont un peu ému vers la fin, jusqu'à cette toute fin. On va certainement y revenir plus tard, qui est un peu, moi qui m'a un peu surpris, trouvé presque un peu grotesque. Pas forcément dans le mauvais sens du terme, mais c'est assez étrange. Voilà, c'est en ça aussi que j'ai beaucoup aimé trouver des rapports entre les deux 28 ans de Danny Boyle. Et puis après, le film fonctionne aussi énormément en miroir lui-même, en tant que tel. Le père est remplacé par la mère. Spike est beaucoup plus sûr de lui dans la deuxième partie que dans la première, forcément, parce que dans la première, il est dans le rôle du protégé, et dans la deuxième, il est dans le rôle du protecteur. Voilà, c'est toujours bourré de tension, beaucoup d'inventivité. Donc je vais revenir sur la scène dont je parle de tension, c'est quand l'alpha poursuit le père et le fils qui sont en train de rentrer. Et en fait, on le voit taper le sprint de sa vie, mais genre ça fait peur, et ça fait peur de fou, parce que dans une saga, et là pour le coup, on peut remercier le premier et le deuxième, aussi aléatoire du point de vue du sort des personnages, tu te dis pour moi, le père allait y passer, en fait. Pour être tout à fait franc, je pensais que le père allait y passer dans cette scène-là, qu'il allait se sacrifier pour sauver son fils, et blablabla. Encore le gros, voilà, le récit initiatique qui se termine par la mort du père. Pas du tout. Les deux survivent. Lui, il se prend une giga lance enflammée plein dans le torse, ou je sais pas quoi. Terminé, on n'en parle plus. Voilà, c'est... Je vais rebondir sur ce que tu dis sur la beauté formelle du film. C'est là, pour moi, l'intelligence qu'a eu Boyle, c'est de tourner à l'iPhone. C'est comment dire, je trouve que cette beauté visuelle qui amène un côté presque onirique au film, comme pouvait l'avoir 28 jours, mais dans un tout autre sens, ça vient justement de cette utilisation de l'iPhone. C'est-à-dire que on a déjà vu des films tournés à l'iPhone, c'est pas une première, mais là, Danny Boyle, il en fait vraiment, tu vois, c'est-à-dire qu'il se sert de ce nouveau bruit numérique qu'a un appareil d'iPhone, parce que ça filme à une très bonne qualité, mais on n'est pas non plus sur une caméra IMAX ou quoi, c'est quand même un petit appareil accessible à tous, c'est le nouveau caméscope, l'iPhone, ou le smartphone en général, et donc il joue de cette... de ce bruit de l'image, et ça donne des scènes très très belles. Et là, je vais rebondir aussi sur la scène que tu dis, la scène de course-poursuite, donc sur la digue, entre l'alpha et le père et le fils, c'est que cette scène-là, elle est terrifiante, c'est une mise en tension hyper forte, mais c'est aussi visuellement super beau, la pluie, pas la pluie, mais le ciel, l'eau, les reflets et tout, on est sur une scène visuellement magnifique. Ensuite, c'est autre chose que j'ai beaucoup aimé dans le film, c'est cette espèce de poésie morbide qui est tout au long et qui arrive évidemment dans la deuxième partie, quand le personnage de Ralph Fiennes arrive, et même un peu avant, avec cette scène d'accouchement absolument dégueulasse, où t'as un zombie enceinte qui accouche d'un bébé normal, mais la scène est absolument atroce visuellement. Atroce dans le bon sens du terme, c'est-à-dire que c'est vraiment dégueulasse, il y a du sang partout. Mais il y a quand même une espèce de beauté dans la laideur, et c'est exactement ce que signifie ce personnage de Ralph Fiennes qui arrive. Alors, il est teasé en amont, le personnage de Ralph Fiennes, on dit « c'est un médecin qui est devenu fou et tout », et quand on arrive, c'est vrai qu'il a l'air, quand on le voit, il a l'air très bizarre. Genre, il est entièrement peint en orange, il vit tout seul en ermite, et en fin de compte, le personnage, il est dans cet entre-deux-là, c'est-à-dire que oui, il a l'air un peu fou, mais c'est un gentil, il est là pour aider les personnages, et il est dans son bon temple, son temple à lui, avec tous les crânes des gens qu'il a dû tuer ou qu'il a trouvé morts. Il en a fait une espèce de stèle absolument magnifique, qui amènera la plus belle scène du film, je pense qu'on n'est pas obligé de la spoiler, mais ceux qui ont eu le film, je pense, comprennent de quelle scène je parle, qui se passe du coup dans ce temple. Et voilà, c'est un film qui joue aussi beaucoup avec les ruptures de ton. Du coup, quand on voit le personnage de Raphaël, on s'attend à ce qu'il soit méchant, et en fait, il est gentil. Et pour moi, cette rupture de ton, elle va jusque dans la dernière scène du film. Et là, pardon, j'ai spoilé, mais que je trouve assez dingue. C'est-à-dire qu'on a un film quand même assez sérieux, assez lourd, assez même un peu triste tout du long. Et là, on a cette scène finale, du coup, où le Spike, le jeune garçon, il a décidé de partir faire ça tout seul, et là il se fait encercler par des zombies, et on se dit le film va s'arrêter sur ça, et non, t'as ces espèces de Power Rangers qui ont été teasés au début, parce qu'on voit Spike jouer avec un Power Rangers au tout début du film, je trouve ça très bien, qui débarque, et en fin de compte le leader
de ces Power Rangers très chelous. Donc c'est une bande de blonds en survêt qui se battent avec des clubs de golf. La scène moi la scène m'a fait hurler de rire quand je les ai vus apparaître, mais en fin de compte elle est super bien et elle raconte beaucoup déjà aussi de la mythologie du film, c'est-à-dire que on comprend que du coup le leader de ce groupe excentrique, c'est le personnage qu'on voit dans la scène d'intro. On n'est pas revenu sur la scène d'intro, qui est pas la plus marquante de la trilogie, mais qui est très sympa, où on suit un enfant fuir les infectés. Et en fin de compte, on comprend que le personnage principal, c'est cet enfant qu'on a vu. Mais du coup, ce qu'on se dit, c'est que cet enfant a probablement vécu tout seul pendant 28 ans. Et du coup, c'est toujours un enfant. C'est l'inverse de Spike, en fait. Là où Spike est limite déjà un adulte alors qu'il a 13-14 ans, ce mec-là qu'on voit est encore un enfant alors qu'il a la trentaine passée, probablement. Ça indique quelque chose d'assez positif pour la suite, même si je reviendrai en fin d'épisode sur mes appréhensions pour le second épisode. Mais voilà, c'est encore une fois une grande qualité du film, c'est qu'il joue sur des ruptures de ton. En fait, ça fait juste du bien de voir un blockbuster, entre guillemets, parce que c'est pas non plus un immense budget, je crois, le film, qui arrive à nous surprendre comme ça encore, à déjouer les attentes et à pas juste être une suite. Et pourtant, on parle de quelque chose qui aurait pu être horrible. C'est-à-dire que moi, les films d'Alex Garland, je les trouve horribles depuis un moment. Et là, il revient au scénario et à la production. Danny Boyle, je trouve que ces derniers films, c'est pas foufou. C'est un film qui lance une saga. Je me dis, oh là là, c'est ce qu'on appelle les legacy sequels, là, les suites tardives, les nouveaux Halloween, les nouveaux Scream, qui lancent des trucs... qui relance des vieux films pour lancer des nouvelles sagas. Genre, on souffle. Cette année, on va en plus avoir Souviens-toi l'été dernier. C'est bon. Pour moi, ça partait du pire truc possible et ça a déjoué ça a déjoué tout ce qu'on pouvait redouter du film. Et c'est vraiment une immense surprise parce que Boyle, en fin de compte, c'est limite comme s'il n'en avait pas grand chose à faire de faire une suite à 28 jours plus tard et qu'il voulait vraiment faire un nouveau film, mais dans l'univers de 28 jours plus tard. Oui, je suis plutôt d'accord avec ça. Ça fait vraiment un film qui n'a absolument rien à voir avec le précédent, à tel point qu'on pourrait presque se dire que s'il n'y avait pas cette espèce d'univers, d'infecté, de truc qui reprend, on a presque l'impression qu'ils avaient prévu de faire autre chose. Et le thème du film collait tellement avec 28 jours qu'ils se sont dit, oh, finalement, on va le joindre, mais il est tellement différent du reste que ça paraît surprenant presque que ça fasse partie du même univers, mais c'est aussi ce qui rend, je trouve, le truc très appréciable. La première chose qui m'a un peu déplu pour le coup, je dirais que c'est la musique, mais ça c'est quelque chose que je retrouve énormément, c'est un défaut que je retrouve énormément dans ce que tu disais du bien dans 28 jours plus tard de la musique utilisée par Danny Boyle. Moi c'est un peu l'inverse pour être très franc, ça me saoule un petit peu son utilisation de la musique qui t'as l'impression qu'elle te crie à la gueule, t'as vu comme je suis punk et tout, je mets une musique qui a rien à voir, enfin je sais pas, moi c'est un truc, j'ai un petit peu du mal pour le coup, je trouve que c'est un peu tape à l'œil, tape à l'oreille, je sais pas trop comment dire ça pour une musique, mais je trouve que encore une fois c'est un film, par contre quand je dis qu'il reste dans le même univers, c'est-à-dire qu'il est encore très crade, très violent, en tout cas il y a vraiment des scènes, enfin c'est assez hallucinant, une des scènes d'introduction d'un alpha dans un tunnel comme ça, c'est d'une violence, enfin ça fait peur. Et d'ailleurs la scène est très bien utilisée parce que donc tu le vois faire ça. Ensuite tu le revois. D'ailleurs la scène d'introduction d'un alpha, non, ça se situe pas dans le tunnel, ça se situe dans une sorte de flashback. C'est un flash qui devrait pas avoir lieu, on devrait pas le voir en fait. C'est le personnage du père qui explique au fils qu'il existe des alphas qui font ce genre de truc. Et ensuite il pose une tête comme ça, je dis rien, mais sur un arbre quoi. Et donc on le revoit avec des soldats, enfin voilà, d'autres personnages. On sait qu'il va se passer un truc dégueulasse parce qu'on l'a déjà vu faire. Et ensuite, on le revoit encore. Il agrippe un autre personnage et on sait très bien que Termino Ciao, c'est fini pour lui. Encore une fois, on est dans l'univers des 28 plus tard. Donc, les personnages meurent. Hein, ça, il n'y a pas de surprise. Pour moi, le film aussi s'éloigne vachement des deux premiers dans le sens où, pour moi, il raconte pas la même chose. J'ai quand même pris ça un petit peu limite comme une fable écolo. Tu vois, il y a une scène très belle, je trouve, où on voit un troupeau, mais un troupeau quoi. Moi j'ai jamais vu autant d'animaux dans un espace si restreint ils courent tous. D'ailleurs on sait pas trop pourquoi ils courent, est-ce qu'ils sont en train de fuir quelque chose ou pas, voilà, on le sait pas, mais il y a des troupeaux gigantesques, il y a des scènes aussi avec énormément de corbeaux qui sont tous ensemble. Les corbeaux, moi je connais les corbeaux, ils sont seuls ou à la limite deux et encore. Non, c'est plutôt un oiseau assez solitaire. Là, c'est vraiment genre des
je sais pas comment on dit pour les oiseaux, enfin c'est un grand groupe de corbeaux quoi, qui se met à fuir. Puis c'est des scènes très étranges parce qu'en plus dans cette scène-là, donc c'est juste avant la scène de la digue avec l'alpha qui poursuit le père et le fils, t'as presque l'impression que c'est l'alpha en fait qui les envoie sur eux, ou alors c'est les corbeaux qui tentent de fuir, ou je sais pas, c'est une scène très étrange, mais un peu comme si moi au début, quand j'ai vu cette scène-là, je me suis dit tiens ça y est, en fait les infectés ils sont en communion avec la nature. Genre ils envoient des éléments comme ça, ils sont capables limite de les contrôler, de les envoyer. Alors je pense que j'ai un peu dérivé parce qu'on revoit plus jamais ça après et ça a été une très mauvaise interprétation, mais j'ai vraiment vu ça un peu comme une fable écolo au début, même ne serait-ce que le fait que en 28 ans la nature a complètement repris ses droits. On voit plus que de la campagne, des arbres, de la forêt. Comme j'ai dit, il n'y a plus du tout d'environnement urbain, c'est fini tout ça, il y a vraiment plus tout ce qui montrait la civilisation humaine en fait. Pareil, un truc qui m'a vraiment marqué, t'en as pas parlé, il y a un autre type de zombie qu'on n'a jamais vu avant, qui est nouveau, c'est les rampants. Alors les rampants en gros c'est des zombies obèses, pour le dire rapidement, ils sont vraiment très gros donc ils rampent. Et en fait les rampants du coup c'est les premiers zombies qui vont se faire tuer dans le film, et quand ils meurent ils font des espèces de bruits de porc, un peu des bruits de cochon, et bah pareil pour moi, ça m'a mis dans cette case-là que le film il essaye en quelque sorte un peu de critiquer la barbarie qu'on peut avoir envers les animaux. Ça m'a vraiment marqué, du moins dans la première moitié du film. Ouais, je suis assez d'accord avec toi sur le côté fable écolo du film, mais il y a aussi quelque chose qu'on n'a pas relevé et qui est, comment dire, je pense super intéressant parce que bon, c'est un film qui se passe en Angleterre avec une équipe anglaise et enfin tout le monde est anglais à la barre. Et comment dire, le film en fait prend l'inverse de ce que disait 28 semaines plus tard. À la fin de 28 semaines plus tard, on nous montrait que l'infection se répandait dans le monde. Début de 28 ans plus tard, non, en fait l'infection elle s'est pas répandue dans le monde. Il y a que l'Angleterre qui est en quarantaine, isolée du reste du monde. Là où dans 28 jours plus tard, ça voulait entre guillemets rien dire, l'Angleterre isolée du reste du monde. Bon, c'était comme tu le disais, une espèce de documentaire sur la fin du monde dans un lieu très précis. Mais là, en 2025, l'Angleterre qui est isolé du reste du monde, ça fait évidemment écho avec les politiques actuelles et le Brexit, tout ça quoi. Je trouve comment dire qu'il y a aussi cet aspect-là qui est très intéressant dans le film, ou quoi qu'on pense du Brexit ou quoi, hein, ça c'est pas le sujet de ce qu'on va dire, mais le fait qu'ils se servent de ce truc de l'Angleterre en quarantaine pour parler de l'isolement de ce pays par rapport au reste du monde, je trouve ça très intéressant aussi. Pareil, dans un film de zombies, en fait, on en revient à la racine du genre du zombie tel que Romero a pu l'inventer, c'est-à-dire se servir du prétexte du zombie pour parler des choses beaucoup plus sociales, beaucoup plus concrètes, la surconsommation dans Dawn of the Dead, le racisme dans La Nuit des Morts Vivants, et là du coup on est sur ça, on est sur un film, comme tu l'as dit, une fable écologique, un film sur ces politiques qui visent à se renfermer sur soi-même, tout ça, et les choses mauvaises que ça peut apporter. Tu parlais du racisme dans un des films de Romero, je trouve que c'est aussi plus ou moins le thème qui pourrait se dégager de celui-ci, dans le sens où les zombies sont quand même, enfin les infectés, pardon, sont énormément montrés moins en tant qu'infectés, vraiment, comme je l'ai dit tout à l'heure, sans conscience, sans rien, que dans 28 jours plus tard, par exemple. Là, il y a des scènes qui sont d'ailleurs, il y a des dialogues qui sont très explicites, hein. Le personnage de Ralph Fiennes dit quand même, littéralement, quand il fait son Bone Temple, quand tu l'as dit, il dit une phrase, contaminé, non contaminé, on ne peut pas les distinguer. Ça veut quand même tout dire. C'est quand même une phrase qui en dit long sur le traitement des infectés par Danny Boyle dans ce film-là. C'est-à-dire qu'il veut vraiment rapprocher l'humain et l'infecté, montrer qu'en fait ce sont deux camps qui détestent. Les humains ont peur des infectés, les infectés veulent bouffer les humains. Donc bon, de fait, voilà. Mais on va partir du principe que c'est deux camps qui se détestent et qui veulent du coup s'éliminer l'un l'autre. Et encore une fois, ça revient sur ce côté, effectivement, la peur de l'autre, la peur de l'étranger, la peur de la différence, ce genre de petites choses. Et bon, c'est pas nouveau dans la thématique du zombie, mais c'est vraiment assez flagrant dans celui-ci. Et il y a un autre thème qui est quand même, ça fait péjoratif dit comme ça, mais qui est assez à la mode, c'est aussi tout ce qui concerne la masculinité toxique. Très clairement, les hommes sont montrés côté infecté comme côté humain, violent, on est les plus forts. Alors, le personnage Aaron Taylor Johnson, peut-être un petit peu moins, parce que comme tu dis, il a quand même une certaine douceur parfois avec son fils, c'est pas vraiment le cliché. Enfin, genre, il suffit de voir comment il traite sa femme, il la trompe et tout, et même la fierté qu'il a par rapport à son fils, ça peut être vu aussi comme une forme de masculinité toxique, de « Oh, c'est mon fils à moi, regardez-le comment il est beau et fort ». Oui, bien sûr, et puis... Totalement en lien avec ce que tu dis.
Ouais, et puis ce cliché, pareil, à un moment donné, quand le fils lui dit allez, dégage, je veux plus te voir, genre son premier réflexe, c'est de taper dans le mur. Enfin, voilà, vraiment le cliché de l'homme pas content qui tape dans le mur quand il y a un truc qui lui déplaît. Et c'est pareil d'ailleurs avec les alphas. Les alphas, les alphas, de fait, sont des hommes. On n'en voit que 2, je crois, ou 3 peut-être éventuellement, mais voilà, sont des hommes grands, musclés, avec une tub énorme, mais énorme, Gigantesque. mais gigantesque. Il y a un focus fait dessus en plus. Hein. C'est-à-dire que les zombies en général sont à poil et c'est pas spécialement souligné, mais là vraiment c'est le film veut que tu vois ça quoi. Ah oui, oui. Et je pense que c'est, là encore une fois, pour rester dans le thème du l'homme fort, brutal, violent. L'homme, il fait quoi? Il arrive, il détruit le camp adverse, il casse, il fait ci, fait ça. L'homme est mauvais. Pour vraiment le dire, l'homme, le genre masculin est mauvais. Avec un H minuscule, homme. Oui, exactement, avec un H minuscule. Parce qu'en contrepartie, on peut dire que dans le film, on ne voit grosso modo, hors figurant, on ne voit que 2 femmes. Donc il y a le personnage de la mère de Spike et une infectée. Qui ont une scène très importante dans le film, où c'est une scène que certains peuvent trouver grotesque si on veut, mais qui évidemment sert le message de la chose, c'est quand du coup le zombie est en train d'accoucher et la mère de Spike lui tient les mains, comme si elles étaient en communion lorsqu'il s'agit de donner la vie, et c'est donc évidemment, les femmes sont douces, elles donnent la vie, il faudrait peut-être un peu plus apprendre d'elles, alors que les hommes sont violents et tuent. Un thème dont on n'a pas du tout parlé, et qui est assez flagrant aussi, c'est que c'est un film de guerre. C'est un film qui critique énormément la guerre aussi. C'est quelque chose qu'on n'a pas du tout évoqué. On utilise, alors vous l'avez entendu, c'est le fameux poème Boots qui est répété, martelé, qui était dans la bande-annonce et qui est en gros une sorte de poème qui donc critique la guerre et qui est un petit peu monté sur, vous savez, le tempo en gros de soldats qui marchent, quoi. Vous l'avez entendu dans la bande-annonce quand on l'a mis un petit peu avant, et je pense qu'on terminera l'épisode sur le poème. Tant que tel, je le mettrai à la fin de l'épisode. Donc en plus, ce poème, il est en montage alterné avec d'autres séquences de guerre. Alors, on voit de la vraie guerre, enfin la guerre, on va dire la guerre comme la guerre mondiale, on voit la guerre type médiévale avec des boucliers, des épées, des machins comme ça. Donc on voit voilà comme des guerres mondiales, on voit des scènes d'anciens films aussi. Enfin voilà, on mélange un petit peu tout en montrant encore une fois, c'est intimement lié avec ce côté peur de l'autre, racisme, etc. Avec voilà ces 2 camps qui s'affrontent. Les infectés, les humains sont 2 camps qui s'affrontent avec leur chef de guerre. Plus ou moins, parce qu'il n'y a pas vraiment le chef de guerre attitré, mais avec des alphas chez les humains et chez les infectés. Et voilà, c'est 2 camps qui veulent nuire à l'autre, qui veulent leur destruction absolue, quand bien même les humains sont quand même plutôt mal partis par rapport aux infectés. Voilà, c'est un thème qui est vraiment très important dans le film. J'aimerais plutôt que le film suivant poursuive un petit peu sur cette voie, et en même temps, j'ai pas envie qu'un 28 ans quelconque, enfin qu'un 28, 3 petits points plus tard quelconque, en fait, poursuive quelque chose, parce que vous l'avez compris en 1 heure d'épisode, la très très grande force de cette saga, c'est quand même d'avoir des ruptures de ton et de ne pas du tout aller là où on l'attend, même au sein d'un même film, ce qui est pour moi le cas dans ce 28 ans. Voilà, c'est des thèmes qui sont... Et puis d'un autre côté, alors peut-être parce qu'on est quand même biberonné à ce genre de choses pas mal de fois, c'est quand même un thème qu'on revoit assez régulièrement, mais c'est des thèmes qui sont assez explicites dans le film. Je trouve pas que ça soit un message caché, que ça soit un truc, je viens pas de sortir une interprétation de mon chapeau un peu tordu. Enfin, pour moi, le film est assez évident là-dessus, mais ça rend le truc franchement sympathique. Et puis la dernière petite chose à laquelle je m'attendais pas forcément, c'est que j'ai beaucoup rigolé avec le personnage du Suédois qui est complètement mais halluciné de ce qu'il voit, parce que voilà, lui donc on apprend en Suède que tout va bien, qu'il y a toujours des chauffeurs-livreurs, petite référence d'ailleurs au premier, qu'il y a toujours, voilà, il y a Internet, il y a des téléphones, enfin c'est notre monde quoi. On revient à ce que je disais tout à l'heure dans 28 jours, c'est eux, ils ont encore le monde tel que nous on le connaît, et quand ils débarquent en Angleterre, c'est le Moyen-Âge quoi. Les mecs reviennent avec des arcs et des flèches, reviennent avec vraiment à l'âge de pierre, comme je l'ai dit, la nature a repris ses droits, c'est une catastrophe, tout le monde est en train de s'entretuer. Et lui, il est là complètement halluciné. Les scènes sont très très drôles. Et c'est une scène très misogyne, mais qui m'a beaucoup fait rire. C'est quand il montre la photo de sa copine qui est donc retouchée, qui a pris du botox, des choses comme ça, et que le gamin Spike, de toute son innocence, puisqu'il ne comprend pas que la chirurgie esthétique existe, dit ah mais je connais quelqu'un, il lui arrive la même chose avec une allergie aux fruits de mer ou je sais pas quoi, et ça paraît tellement drôle que, enfin pour le coup, et puis c'est dans un film qui te lâche pas vraiment d'un point de vue tension, donc ça fait vraiment du bien d'un coup d'exploser comme ça. Et voilà, c'était juste pour parler de ça, ça m'avait beaucoup fait rire. Moi, pour conclure, je vais à la fois revenir sur une des thématiques que tu disais,
Et en profiter pour parler de ce que j'attends ou pas du prochain film. Tu sais que le film, une des thématiques du film, c'était le racisme, c'est complètement vrai. Et je pense que c'est quelque chose qui va être accentué peut-être, enfin ça va être une thématique de la trilogie, puisque le second opus, du coup, 28 ans plus tard, The Bone Temple, ne sera pas réalisé, a été tourné déjà, il sort 28 semaines après ce film-là, il sort début janvier. Et il a été réalisé par Nia DaCosta, qui est une réalisatrice qui s'est notamment fait connaître pour avoir réalisé le Legacy Sequel, donc la suite tardive de Candyman, donc grand film d'horreur, enfin Candyman des années 90, grand film d'horreur sur le racisme, le mépris de classe, la misogynie, tout ça. Et là, on va arriver sur une appréhension que j'ai, puisque je trouve la suite de Candyman vraiment pas terrible. Nia DaCosta est aussi connue pour avoir réalisé The Marvels. Et voilà, donc c'est une peur que j'ai pour le prochain film j'attends pas plus que ça, puisque ça n'a pas le même chef-op non plus, la réalisation forcément, puisque les films ont été tournés à la suite de l'autre, je pense pas que le chef-op de Danny Boyle pouvait enchaîner. Et voilà, donc je sais même pas si le prochain film a été aussi tourné au smartphone, mais j'avoue que j'ai une petite peur prochain film. Enfin, ça se trouve, Nia DaCosta va me surprendre et faire enfin un bon film, mais voilà, c'est une petite appréhension que j'ai pour le prochain film, dans lequel on devrait retrouver Cillian Murphy dans un petit rôle avant qu'il reprenne le lead, je crois, pour le troisième film. Mais voilà, en conclusion, moi je dirais que je vous conseille évidemment 28 ans plus tard, j'ai beaucoup aimé, vous pouvez le voir sans avoir vu les deux précédents. Mais je vous recommande quand même les deux précédents, surtout 28 jours plus tard. Et c'est pour moi peut-être un des grands films de l'année, peut-être le blockbuster de l'année pour l'instant en tout cas. Et voilà, donc j'attends le prochain film avec une certaine appréhension, malgré la grande surprise qui a été ce dernier film. D'autant que moi, ce qui me fait un peu d'appréhension, c'est cette fin avec du coup ce personnage dont tu as parlé tout à l'heure. Je vais pas revenir dessus, mais j'espère qu'on va pas partir sur un truc très The Walking Dead où on va se retrouver avec des communautés d'humains tous plus dingos les uns que les autres. Moi, c'était une peur de 28 ans parce qu'on sait très bien que voilà, les trucs post-apocalyptiques, ça va souvent ce genre de truc, et pas du tout. Dans 28 ans, pas du tout. Et j'ai pas envie de voir ça dans la suite. Je me suis tapé bien du courage, 11 saisons de The Walking Dead où c'est à peu près tout le temps ça, tout le temps, c'est insupportable. Je veux pas, et puis il y a encore une fois The Last of Us qui parle exactement de la même chose. Donc j'espère que le film va être surprenant. Après, comme tu as dit, nouvelle réalisatrice, mais bon, j'ai quand même plus hâte de revoir le prochain Danny Boyle. Je pensais pas dire ça un jour de ma vie, plutôt que voir la suite directe. Et voilà, j'espère quand même que les suites seront bonnes. Est-ce que tu as un dernier mot à dire ou est-ce que tu voudrais conseiller un autre film, Elric, sur ce thème ou même un autre film que tu as vu récemment? Ouais, bah, pour rester dans la thématique du zombie, alors on a beaucoup parlé des films de Romero, mais moi je vous conseille un autre film de zombie qui n'est pas de Romero, qui s'appelle Le Retour des Morts Vivants, qui est une comédie d'horreur des années 80, un film bis complètement barré et qui est vraiment génial, avec des effets spéciaux incroyables, qui est réalisé par Dan O'Bannon, donc le mec qui a écrit Alien. Et si vous avez aimé, je vous conseille aussi Le Retour des Morts Vivants 3, qui est absolument exceptionnel. J'en dis pas plus, pour pas trop spoiler le film, parce que c'est un film qu'il faut, faut le voir sans rien savoir avant, mais Le Retour des Morts Vivants de Brian Yuzna, c'est une pépite. Ok, bah moi, je vais vous conseiller un film de Lucio Fulci qui s'appelle L'Enfer des Zombies en français, ou qui s'appelle Zombie 2. Mais voilà, c'est un film d'horreur fait par Fulci. Fulci, si vous le connaissez, il a fait il a fait des giallo, il a fait des films fantastiques, il a fait pas mal de choses qui sont assez sympathiques. Son zombie est assez sympa. On revient clairement sur le zombie lent, un peu con, hein, ça faut le dire. Mais il y a une ambiance qui est assez incroyable et quelque chose qu'on retrouve énormément chez Fulci, c'est cette espèce de poésie un peu macabre qu'on retrouve régulièrement. Il y a des scènes qui sont absolument folles, il y a des scènes qui sont absolument ridicules. Il y a une attaque de zombies sous-marine. C'est pareil, hein, vous avez jamais vu ça nulle part. Pour moi, j'ai vu ça que dans Zombie. Enfin dans Zombie 2 ou L'Enfer des Zombies du coup en français. Voilà, c'est un film que je trouve assez solide, c'est vraiment sympathique. Voilà, je vous le conseille. Du coup, comme je vous l'ai dit précédemment, on vous laisse sur le poème Boots et puis on se retrouve pour un prochain épisode. Bonne soirée à tous. We're foot, slogging over Africa. Foot, slogging over Africa. Boots, moving up and down again. There's no discharge in the war. 7, 6, 11, 5, 9 and 20 miles a day. 4,
11, 17, 32 the day before. Boots, 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 moving up and down again. There's no discharge in the war. Don't look at what's in front of you. Boots, 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 moving up and down again. Men go mad with watching them. There's no discharge in the war. Count the bullets in the bandoliers. If your eyes drop, they will get atop of you. Boots, 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 moving up and down again. There's no discharge in the war. We can stick out hunger, thirst, and weariness, but not the chronic sight of them. Boots, 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 moving up and down again. There's no discharge in the war. Tain't so bad by day because of company, but night brings long strings of 40,000 million boots, 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 moving up and down again. There's no discharge in the war. I have marched 6 weeks in hell and certify it is not fire, devil's dark, or anything but boots, 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 moving up and down again. There's no discharge in the war. Try to think of something different. Oh, my God, keep me from going lunatic. Boots, 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 moving up and down again. There's no discharge in the war.